Parmi les sujets sur la table, il y a le référendum d'initiative citoyenne, le RIC pour les initiés, que l'Élysée prend avec des pincettes, tout comme vous d'ailleurs, Jean-Louis Bourlange, Olivier Duhamel. Vous avez chacun donné votre point de vue. Olivier Duhamel dans les colonnes du Figaro ce matin en disant que c'était la porte ouverte à toutes les démagogies. L'avocat écrivain François Sureau est également de cet avis. Il était ce matin l'invité de France Inter. On l'écoute. Ce qui m'inquiète plus, c'est que des gens sérieux, des membres du gouvernement par exemple, reprennent cette idée qui fait exactement passer de la technoparade au Club des 5 en deux cases, sans arrêt sur la case de la réflexion. Nous avons un devoir, c'est de sauver la démocratie représentative. On ne peut pas sauver la démocratie représentative, c'est-à-dire l'idée que le peuple délibère par des représentants élus, en décrédibilisant en permanence ses représentants sur les sujets d'intérêt national. Jérôme Sainte-Marie, vous êtes un défenseur du référendum d'initiative citoyenne? Bon, moi, vous savez, je n'ai pas à me situer par rapport à ce genre de problème. Hein. La vraie question est de savoir si, me semble-t-il, enfin non, pas la vraie question, il y a pas mal de questions posées là-dessus. Déjà, c'est l'étendue du champ d'application à un tel référendum. On va parler de la faisabilité, mais un point de vue quand même sur pour répondre aussi à François Sureau, Olivier Duhamel et Jean-Louis Bourlange, qu'on va évidemment écouter là-dessus, sur le principe. Sur le principe, je ne sais pas. Démocratie représentative, démocratie directe. On voit bien qu'il y a une demande démocratique, si vous voulez, qui est exprimée de manière récurrente et qui s'est exprimée même dans la campagne sénatoriale il y a assez longtemps et qui apparaît aussi à travers les Gilets jaunes. Sauf que cette demande démocratique ne trouve pas son chemin dans les institutions républicaines actuelles. Alors après, il y a deux éléments, si vous voulez. Il y a un élément qui me fait penser que ce serait peut-être pas mal, parce que, mais là je parle sous votre contrôle, hein, bien entendu, Olivier Duhamel, mais en Suisse, il y a beaucoup de votations, il me semblerait que ça fonctionne pas mal. Mais ce problème de référendum d'initiative citoyenne va avoir, à mon avis, deux inconvénients. Et un terme politique peut être assez explosif pour le gouvernement. D'une part, parce qu'effectivement, on ne sait pas quel sera le champ. Grosso modo, allez, on va dire, on va prononcer tout de suite les gros mots. Est-ce que les questions, par ailleurs, par rapport à l'immigration, par exemple, seront concernées? Si, effectivement, on fait un référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets qui n'intéressent pas vraiment les Français, en évitant tous les sujets qui les intéressent, ça aura un effet contre-productif. Et puis, un autre inconvénient, c'est que ça va rappeler quand même le dernier référendum, si vous voulez, qui a passionné les Français, avec une participation énorme, c'est celui de 2005, et qui a été résolu de manière assez simple, puisque le non l'ayant emporté par 55%, 3 ans plus tard, eh bien, la démocratie représentative reprenait ses droits, et le oui l'emportait au Congrès. Donc effectivement, ça rappelle, c'est quand même... C'est pas tout à fait exact, mais ça l'est principalement, et ça l'est surtout aux yeux de l'opinion, et cette histoire de 2005 est une cause... Non, mais 2005 est une cause fondamentale du décrochage de l'opinion par rapport aux institutions que l'on mesure avec le CEVIPOF, d'ailleurs, je crois, de manière assez régulière. Je suis tout à fait sur 2005, un mot, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que ça a été ressenti très fortement dans l'opinion comme un déni. Ça n'est pas le cas, car en réalité, le thème fondamental de l'opposition au non était qu'on ne pouvait pas constitutionnaliser une politique. Le traité définissait une politique qualifiée de libérale, peut-être abusivement, et on appelait ça constitution. Et les Français, beaucoup de Français qui ont voté non, ont dit non, on ne peut pas considérer qu'un contenu politique, c'est une constitution. Or, le traité de Lisbonne, justement, tient pleinement compte de ça. Ça n'est pas une constitution. De plus, nous sommes en plein Brexit actuellement. Je constate que le droit de sortir de l'Union européenne, qui était une revendication fondamentale des partisans du non, bien d'ailleurs que ce fut dans le traité constitutionnel, ce droit a été confirmé par le traité de Lisbonne. Donc il y a eu un ressenti, mais en réalité, face à une demande extrêmement éparse, parce que les noms, c'est le problème du référendum, les noms s'additionnent, mais il y avait des noms fédéralistes, des noms anti-fédéralistes. C'était extrêmement difficile de les interpréter, mais quand on a fait le traité de Lisbonne, on a tenu pleinement compte de la revendication fondamentale. Non, on ne peut pas considérer qu'une politique européenne libérale a valeur constitutionnelle. Olivier Duhamel, sur la question soulevée par Jérôme Sainte-Marie, sur soit on fait un référendum en évitant soigneusement les sujets qui fâchent. De toute façon, sur le principe, vous êtes contre. Vous l'avez largement expliqué. Vous pouvez le redire, évidemment. Moi aussi. Mais et également sur le champ, si tant est qu'on le fasse. C'est bien le problème, le champ. Le champ et ceux qui peuvent déclencher l'initiative, c'est bien le problème. Il y a les trois, l'initiative, le champ et le contrôle.
donc ce qu'on appelle le filtre. Il y a autre chose. Ben, le filtre, il est double. Il est par qui peut déclencher le référendum et dans quel domaine. C'est ça les deux types de filtres. D'accord ? Bon. Si vous avez un filtre qui laisse trop passer, les risques de débordement, de démagogie sont évidemment considérables. Et si vous avez un filtre qui est trop fort, vous décevez considérablement la population, la minorité citoyenne active. Mais est-ce qu'il y a un bon curseur ? Est-ce qu'on peut mettre Je ne pense pas. Alors là, pour le coup, ça dépend des pays et des moments. Vous savez, il n'y a pas de grands principes et de règles qui valent partout dans les constitutions, urbi et torbi, et quel que soit le moment. Ça pose peu de problèmes en Suisse, parce que les Suisses sont un peuple totalement à part. On dit c'est pas Écoute, transposable. j'ai dit peu de problèmes. Oui, mais peu important sur le dernier référendum sur l'immigration. Par exemple, au mois de mars dernier, sur la télé, la redevance. Référendum vous savez combien elle est la redevance en Suisse ? Double Plus du double, 389 €. Et les Suisses ont refusé de supprimer la redevance à 72%. Et j'ajouterais qu'en 1938, ils ont voté pour la suppression de la peine de mort. Et à une date que je n'ai plus en tête, ils ont voté pour le maintien de la vignette automobile. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez un seul instant des Français voter... C'est pas transposable. Les Gaulois réfractaires et Non, mais c'est pas une question de... Ils ont voté pour l'arrêt de l'immigration, et c'est apparu, je comprenais, ils ont voté contre, etc. Et il est apparu que ça mettait en cause donc l'ensemble de leurs relations avec l'Union européenne. Donc ça mettait en cause, et ça n'était pas du tout présent dans le débat en réalité, ça mettait en cause l'équilibre économique de la Confédération helvétique, et ils ont... à la manière suisse, à la manière helvétique, doucement, sans faire de bruit, ils ont mis ça sur le côté. Revenons un instant en France. Pourquoi c'est sorti cette histoire du RIC ? C'est sorti parce que maintenant vous avez des gilets jaunes en moins grand nombre, assez divisés, mais ceux qui restent assez radicalisés. Et que tout d'un coup, ça a fait une proposition qui a fait unanimité et qui en plus a un aspect sympathique et démocratique au début. Évidemment, moi je suis le méchant qui critique ça parce que je suis un antidémocrate, diront les gens de façon simpliste. Mais oui, c'est ça, les gens, soit les gens qui parlent trop vite, soit ceux qui leur font relais comme vous à cet instant, vont dire que j'ai peur du peuple, ce qui est complètement absurde. Mais le peuple ne peut pas tout voter, madame. Le peuple n'a pas toujours, en toute manière, raison, quelles que soient les circonstances, madame. Est-ce que vous savez, madame, pourquoi les Allemands ne veulent pas entendre parler de référendum ? Est-ce que vous savez pourquoi les Allemands ne veulent pas entendre parler jamais de référendum ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'au mois d'août 1934, à 93% de participation, ils ont voté à 90% la fusion des pouvoirs du président et du chancelier entre les mains du Reich. Et c'est pas un point Goldwyn, j'essaye d'expliquer. Non, mais attendez, avec la réduction à littéraux, on a le droit de temps en temps d'évoquer l'histoire allemande pour faire comprendre pourquoi, il est possible que le peuple se trompe, et deux, un peuple... Il est possible aussi que les élites se trompent. Et deux, un peuple en déduit que jamais... Alexis Brézé, il ne fera de référendum. Olivier, on passe la parole à Alexis. Sur Facebook, les groupes Gilets jaunes ont fait hier, ont fait avant-hier soir, quels doivent être les deux premiers sujets du référendum. C'est quoi les réponses ? La baisse de la rémunération des responsables politiques et la destitution du chef de l'État. La revendication... Moi, j'avoue que je suis partagé, et partagé d'ailleurs, ce qui n'est pas si fréquent que ça, comme les internautes du Figaro.fr, où quand on leur demande ce qu'il faut faire, il y en a 52% qui disent oui, 48% non, ou le contraire, je ne me souviens plus, mais c'est vraiment très partagé. Un bon directeur, non, mais je le suis vraiment. Donc, et je dis, ils sont comme moi, ou je suis comme eux. C'est vrai, mais ouais. Et je lis ce que on a publié ce matin, vous le disiez, le pour et le contre, je le remontre. Olivier Duhamel qui nous dit la démocratie directe, tous les dangers qu'il y a dans la démocratie directe, tout ce risque de dérive démagogique. Et je suis d'accord, et c'est vrai. Et il y a de côté Anne-Marie Le Pourrier qui montre tous les défauts et tous les inconvénients de la démocratie représentative, qui finit par oublier tout le monde, à faire le contraire de ce que veulent les gens dans l'affaire de 2005, et à ne jamais leur demander de leur avis sur ce qui les concerne, notamment l'immigration. Les deux sont vrais. Alors, comment on rejoint les... Alors si on est contre... Alors, le problème, où on se dit, la démocratie représentative, ça ne marche pas, et la démocratie directe, ça ne marche pas, donc le problème, c'est la démocratie, chose que je ne saurais dire, je n'oserais même pas le penser. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, me semble-t-il, qu'il faut s'interroger sur les causes de cette revendication. Oui, il y a une partie de
d'ultra-militants, Front National et Front de Gauche, etc. Insoumise. Mais je pense qu'il y a une vraie revendication des Français dans leur ensemble qui disent on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, il faut nous demander plus souvent notre avis. Et donc je pense que si les institutions de la 5e, qui dans leur grande sagesse, qui sont majoritairement s'inscrivent dans un processus de démocratie représentative, avaient prévu des moments de démocratie directe, le référendum, c'était aussi pour ça, c'était pour de temps en temps donner une soupape quand c'est trop dur. Quand c'est trop tendu, on donne quand même la parole directement au peuple. C'est ce qu'avait pensé, c'est ce qu'avait souhaité De Gaulle. Il se trouve qu'on ne le fait plus. On le fait ça plus. devient un plébiscite ou un référendum d'initiative populaire. Pas d'initiative populaire, non. Oui. Mais c'est bien ce que je dis. Les institutions prévoyaient un moyen des soupapes où on donnait la parole aux gens. On ne le fait plus. Alexis, si vous permettez, vous avez raison pour dire qu'il y a un problème, mais j'ai raison pour dire que le référendum ne peut pas être la solution. Donc il faut en trouver d'autres. Donc il faut le référendum normal. On ne fait plus de référendum prévu par les institutions de la 5e. Et quand on en fait, on n'en tient pas compte. Donc, c'est un des problèmes. On n'interroge plus les gens sur ce qu'ils... Donc, je pense qu'il serait préférable d'utiliser nos institutions dans leur complexité, notamment le référendum, tenir compte de ça, et du coup, il y aurait moins cette revendication de référendum d'initiative populaire. Toujours perdu. Quelques réactions. Je vous redonne la parole, Olivier et Jean-Louis Bourlange. Bronito, le problème du RIC, c'est qu'il oppose la population entre elles, les populations, sur les sujets clivants, là où avant, on pouvait s'en prendre aux élus. D'ailleurs, c'est une question parce qu'il y a aussi l'idée de révocation dans ce... Monsieur Babineau, ce n'est pas pour être méprisant, mais je ne suis pas favorable à donner la parole à tout le monde. C'est le chaos. Monsieur Babineau devrait être sur le plateau de Point de Vue plus souvent. Bronito, il faut un équilibre des pouvoirs, plus de pouvoir populaire peut-être, mais certainement pas un pouvoir absolu. J'ai perdu la suite, mais ça va revenir, de la majorité populaire. Donc un pouvoir populaire, mais pas un pouvoir absolu. Une question aussi sur, finalement, pour revenir à la politique du moment, on a, à tort ou à raison, l'impression que le gouvernement a l'intention de créer ce grand débat pour éviter soigneusement d'aller trop loin sur ce référendum. Moi, je ne sais pas. Je crois simplement qu'on déraisonne sur la question du référendum. Le référendum peut être utile dans certains cas. Il peut être utile quand il concrétise l'engagement de toute une société sur une direction. Par exemple, l'autodétermination, l'indépendance de l'Algérie. Il y avait des clivages partisans. De Gaulle savait qu'il était soutenu par une population et donc il a mobilisé une population pour donner un acte clair. Deuxièmement, sur une question simple de remise en cause des pouvoirs, de distribution des pouvoirs, comme par exemple l'élection du président de la République au suffrage universel, dans des conditions d'ailleurs inconstitutionnelles, mais en l'occurrence, ce n'est pas le problème. Eh bien, on a demandé aux Français s'ils voulaient élire directement le président de la République, c'était quelque chose de clair et de simple. Mais à part ces cas très peu nombreux, il faut voir que la politique, c'est la négation de ce genre de choses. D'abord, le référendum a 4 défauts. D'abord, il est essentiellement... Pas les 4, Jean-Louis. Si, mais rapidement. C'est bien vu. Le coup des 4, ça marche toujours. Il est essentiellement négatif, c'est-à-dire que vous accumulez des noms de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, donc ce n'est pas une politique que vous préconisez, c'est une politique que vous rejetez. Or, il faut faire une politique et pas simplement la rejeter. C'est la formule de Woody Allen citée par Olivier Duhamel. Ma réponse est non. Rappelez-moi la question. The answer is no. What is the question? D'autre part, le deuxième défaut, c'est un scrutin d'affrontement. Si tant d'Anglais hésitent aujourd'hui à faire un nouveau référendum, c'est parce qu'ils savent que ça va déchaîner les passions. Pourquoi? Parce que la politique, c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. Le référendum s'arrête à l'antithèse et donc dresse une France contre une autre. Troisièmement, la politique, c'est complexe. Ce sont les décisions qui sont à prendre sont des décisions complexes. Les questions soumises à référendum ne peuvent être que simples. Et quatrièmement, et c'est très important ça, une politique, c'est un ensemble. C'est pas une décision. Quand vous menez une politique, vous dites « j'abaisse les impôts », il faut en même temps que vous réduisiez les dépenses. Quand vous faites une politique, vous la faites sur 4 ans, 5 ans. Donc la ponctualisation, la décision politique, ça ne va pas. Ce n'est pas un outil adapté. 4 points est parfaitement compréhensible. Jérôme Sartman, un dernier mot pour conclure. Oui, juste un point, c'est que le référendum me semble destiné avant tout à légitimer, en quelque sorte, à donner davantage de légitimité au pouvoir. Notamment, c'est du coup, l'exemple de l'Algérie est tout à fait parlant, l'exemple aussi de la Constitution, quand le général de Gaulle prend le pouvoir dans des conditions, qu'on va dire...
comment dirais-je, qui prête à polémique auprès des historiens, eh bien, effectivement, avec l'appui de la force militaire, pour dire les choses clairement, eh bien, le vote de la Constitution par le peuple lui permet de se relégitimer et de faire oublier les conditions justement de la création de la Ve République. Mais effectivement, un référendum qui serait perpétuel, d'une part, ça entraîne une politisation de la société infinie, et puis ça peut, à terme, délégitimer les institutions. Mais on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc je suis d'accord sur ce que vous dites. Oui, mais ce n'est pas un autre problème. C'est une autre solution. C'est une autre solution au même problème. Ne défendez pas celle-là. Je ne défends pas celle-là. Je dis qu'on ne peut pas organiser un système où 90% des gens se sentent écartés des décisions, ont le sentiment qu'ils n'ont aucune prise sur les choses. Donc il faut des fenêtres, des moments où ils s'expriment. D'abord sur les questions locales. Franchement, il y a plein de sujets. Toute l'histoire de démocratie participative, il y a plein de choses. On pourrait demander l'avis des gens. Alors encore faudrait-il là encore l'écouter, parce que dans Notre-Dame-des-Landes, on leur a demandé leur avis, puis on a pas autre chose. Mais il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait directement demander l'avis des gens sur des sujets locaux. Ça ferait de mal à personne et ils auraient l'impression de ça. Et sur des sujets nationaux, je ne parle pas d'initiative populaire, mais je veux dire que sur des grands sujets, de temps en temps, demander l'avis des gens et le suivre, ça serait pas plus mal. Et ça éviterait cette situation actuelle, parce que dire le référendum, c'est la violence, certes, mais les gilets jaunes, c'est la violence aussi. C'est la violence de ne pas être reconnu, c'est la violence de ne pas être écouté, c'est la violence de ne pas être entendu. Donc, il y a sûrement des moyens de canaliser cette... Alors justement, le Parlement et la parole aussi. Il faut donner la parole au peuple de temps en temps. Non, Olivier, on va écouter, parce que c'est une piste que suggère François Sureau. On l'écoute et puis on en parle. On pourrait tout à fait imaginer qu'à l'intérieur du Conseil économique et social, vous ayez les 4 commissions dont le gouvernement parle, qu'il y ait des consultations électroniques absolument générales, où les gens se présenteraient avec des pétitions signées par 1000, 2000, 3000, 10 000, 50 000, 200 000 suiveurs. Ensuite de quoi un travail de synthèse serait fait, on transporterait l'ensemble à l'Assemblée nationale et on ferait des auditions ouvertes sur ces bases en y adjoignant des citoyens tirés au sort selon le modèle irlandais. Bon, si vous faites ça, vous avez fait faire un pas de géant à la démocratie, mais vous n'avez pas couru le risque d'annuler les bénéfices des combats pour les libertés ou pour la justice de nos parents et de nos grands-parents. Mais... Bonne idée, pas bonne idée, juste un mot. Vous avez bien fait de me couper la parole, parce que comme c'est une des solutions que j'allais utiliser, il y en voilà, a une deuxième, qui sont le budget participatif. Donc il y a d'autres mécanismes, et en plus, là c'était bien expliqué par Sureau sur les pétitions numériques, d'autres mécanismes qui permettent que s'expriment pendant la durée du mandat des volontés, même minoritaires, pour obliger ces sujets à devenir dans l'espace public. Et ce sont ces mécanismes-là qu'il faut essayer de développer. Autrement dit, que l'on puisse, par un clic, obliger à discuter au Parlement sur l'ineptie du système actuel de SMIC, par exemple, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il y a, dans les 10% les plus riches, combien il y a de personnes au SMIC ? Oui. 300 000. 300 000. Bon, non, mais je dis ça juste pour montrer que... Ce qui justifie l'arbitrage actuel, bien que ça le rende incompréhensible. C'est pour ça que la politique aujourd'hui est une chose effrayante. C'est un peu compliqué. Si vous dites une chose simple, elle est absurde. Si vous dites une chose simple, elle est absurde. Ça plaide encore contre le référendum. Si c'est simple, c'est absurde. Et si c'est compliqué, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. On va avoir le triplement du SMIC par référendum d'initiative populaire. Autant je suis pour qu'on puisse faire des pétitions par un clic et qu'elles, en masse, provoquent quelque chose dans le débat. Mais je suis contre qu'on puisse rétablir la peine de mort par un clic. Alors, si on développe les référendums, un beau jour, les référendums, ils se feront avec nos smartphones et on aboutira à n'importe quoi. Alors, on parle un tout petit peu quand même du grand débat lancé et en principe précisé ce soir. Grand débat, grand déballage. Vous posez la question. Alexis. Grand déballage, moi j'ai l'impression que c'est quand même plutôt un grand enfumage parce qu'il faut trouver un débouché. L'accord est là, on dit aux gens on va parler de tout. Ce qui est clair, c'est que personne aujourd'hui ne sait comment ça va être organisé, ni à quoi ça peut aboutir. Et je crains malheureusement... ce qui fait l'intérêt d'un débat, et on se souvient de celui que Sarkozy avait voulu ouvrir sur l'identité nationale, que Macron d'ailleurs avait voulu aussi ouvrir sur l'identité nationale avant de le retirer. Le seul intérêt d'un débat, c'est d'arriver à quelque chose. Le risque, c'est le débat où on parle de tout et rien ne se passe, et les gens ressortent encore plus frustrés qu'ils n'étaient en entrant. Après, on voit bien l'intérêt
cosmétique pour éteindre un incendie. On dit, on va tous réunir, on va tous parler. Peut-être que ça peut marcher. Je ne crois pas qu'il puisse en sortir grand-chose, mais on verra. Il y a une part de sincérité ou c'est une porte de sortie pour... Oh, ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, mais c'est ce que je vois simplement, c'est que du côté des gens, si vous voulez, du côté de l'opinion, c'est un peu curieux parce que on sort d'une période de choc frontal et de rapport de force. On sort d'une période à l'ancienne, si vous voulez. C'est un rapport de force, il y a un pays qui est bloqué, il y a des gens qui refusent et qui obtiennent. Parce que on a beau dire, c'est pas avec des clics qu'on change le monde, c'est bien par la force brutale. Et on sort de cela et on trouve on sort du truc le plus dur qui puisse exister et on propose le truc le plus mou, si vous voulez. C'est un peu curieux. Il n'empêche qu'en regardant les instituts de sondage, j'aime bien les consultations parce qu'il y a plein d'enveloppes à dépouiller ou plein de trucs comme ça fait des affaires. Mais les Français, si vous voulez, sont un peu plus mûrs que cela. Ils voient bien que c'est du management en quelque sorte. J'allais dire subterfuge, c'est peut-être un peu fort, mais on l'a vu il y a une semaine, on n'aurait pas dit que ça y est, aujourd'hui, on voit les images, les blocages, les gilets jaunes débloquent. Il a lâché 15 milliards, il fait froid et c'est Noël. Voilà. Mais le débat n'y est pour rien. Pour le moment... Mais voyez comme vous êtes tous, quoi. Tant, vous dites, mais il y a trop de gens qu'on n'écoute pas, on n'écoute pas les citoyens dans ce pays, on leur donne pas la parole. Et puis tant un pouvoir politique qui essaye tant bien que mal à dire, on va faire un grand débat au niveau local, avec les maires, avec les associations, avec les syndicats, avec ceux des Gilets jaunes qui viennent pour faire une remontée. Et vous dites, ouais, subterfuge, ouais, c'est mou, c'est pour du mou après du dur. Ouais, c'est-à-dire, franchement, il faut savoir. Bon acteur, moi, quand même, je suis très marginal dans la majorité actuelle parce que je ne crois pas que ce soit un subterfuge. D'abord, je ne crois pas que ça va... je ne vois pas très bien sur quoi ça peut déboucher. Moi, en économie, je suis plutôt partisan de l'économie de l'offre plutôt que de l'économie de la demande. Et en politique aussi, je pense que le problème, il faut effectivement une participation des gens, mais je pense qu'il faut que le gouvernement mette sur la table des thèmes relativement construits, relativement aboutis, que les gens puissent discuter. Sinon, ça va être une espèce... Moi, j'ai jamais été Maos Pontex en mai 68. Ça serait su. Oui, ça serait su. Donc, je crois que ce spontanéisme diffus... On a vu les consultations citoyennes sur l'Europe. J'aurais participé à beaucoup d'entre elles. C'était très intéressant comme débat. Mais il ne peut pas en sortir quelque chose de précis. Et de plus, ça n'a même pas commencé que c'est déjà là, il y a des questions. Non, mais il faut que le gouvernement est engagé sur un projet de révision constitutionnelle, il faut qu'il le modifie pour l'élargir. Il y a le problème du référendum, c'est une idée. Moi, je suis contre, mais enfin, c'est une idée. Il y a le problème du mode de scrutin. Il y a certainement des réflexions à mener, mais je crois que ce débat doit être formé, animé, nourri par les pouvoirs publics, sans pour autant l'imposer. Il ne s'agit pas de refaire le 80 à l'heure en disant maintenant 80 à l'heure. Moi, j'étais pour le 80 à l'heure, mais pas du tout pour la méthode. Mais en l'occurrence, là, il faut nourrir ce débat. Si on ne le nourrit pas, ça va être quelque chose d'un peu décevant, un peu frustrant. Alors, troisième thème qui est assez voisin, c'est cette idée d'une liste gilets jaunes aux européennes. L'idée, elle est partie des ronds-points, mais elle ne déplairait pas forcément à La République En Marche et Emmanuel Macron, parce que, si on en croit un sondage